Nous a rejoint en plateau Gilles Kepel. Bonsoir. Bonsoir. Pour notre grand entretien, politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabe, auteur de Antiterrorisme, la traque des djihadistes, avec Jean-François Ricard chez Plon. La Maison-Blanche vient d'affirmer que le pouvoir iranien se fait complètement anéantir. Déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt: le régime terroriste iranien voyou est en train d'être complètement anéanti, disant que l'Iran allait payer pour ses crimes. De la part des États-Unis, comment vous réagissez à ces affirmations? Est-ce que les Américains sont en effet en train de prendre le dessus au 5e jour de ce conflit? C'est la lecture, que vous en avez? C'est normal que les États-Unis disent une chose pareille, ils ne vont pas dire le contraire. Il y a effectivement une intensification des frappes. L'exemple le plus spectaculaire, ça a été le sous-marin américain qui a coulé un bateau de guerre iranien au large du Sri Lanka. Il n'y a évidemment pas de rescapés. C'est une première depuis 1945. Oui, c'est un geste symbolique extrêmement fort, qui veut dire que les États-Unis, d'une certaine manière, y compris dans les eaux internationales, ont décidé que la loi, c'était eux. Et donc, ils ne vont pas se laisser impressionner par quoi que ce soit. Les bombardements sur l'Iran continuent, aussi bien des Israéliens que des Américains. Et aujourd'hui, donne le sentiment que le régime, c'est vraiment, d'une certaine manière, le dernier carré des gardiens de la Révolution. Ce sont eux qui ont décidé de résister jusqu'au bout et qui, néanmoins, ont remporté un certain nombre de succès sur Lesquels? le plan politico-militaire, en particulier les attaques sur les pays de la péninsule arabique, où, avec l'arme du pauvre, c'est-à-dire des drones à quelques milliers d'euros, ils ont réussi à perturber tout l'écosystème de la péninsule arabique, de Dubaï et autres, en bloquant les data centers, qui est une chose très importante parce que les pays du Golfe avaient pensé que l'intelligence artificielle allait être le post-pétrole, si vous voulez, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, pas cher, de la place, etc. Or, ça suppose qu'il y a la paix. D'autre part, ils ont bloqué des centaines de milliers de touristes dans les aéroports. Et donc, ça, c'est quelque chose qui touche, même pour la France, la capacité de l'État à les évacuer. Pour l'instant, on en a évacué quelques centaines. Donc, la situation est loin d'être résolue. Et un sentiment d'inquiétude aussi, comme on a pu le voir dans le témoignage de certains Français qui étaient à Dubaï, pensant que ces pays étaient protégés des conflits du monde. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est l'image même de ces pays qui apparaissait comme d'une certaine manière hors sol. À Dubaï, il fait toujours beau, les immeubles sont luxueux, il y a des plages partout. L'économie fonctionne, on gagne beaucoup d'argent et on ne paye pas d'impôts. Et donc, c'est un modèle qui a beaucoup attiré et qui aujourd'hui montre sa fragilité. C'est pourquoi le président des Émirats arabes unis, le Cheikh Mohammed Ben Zayed, est allé dans le mall, le plus grand mall de Dubaï, faire une promenade, prendre un café, pour montrer que tout va bien. Voilà, qu'il faut rassurer les choses. Mais donc ces frappes tout azimut, pour autant dire, de la part des ce que vous appelez le dernier carré des gardiens de la Révolution, c'est une stratégie qui vise à rendre tout cela tellement insupportable que ça pourrait pousser les dirigeants, par exemple, des monarchies, d'autres des Européens, des dirigeants sur la planète, à pousser Trump à dire il faut arrêter. Ouais, c'est ça, c'est une stratégie, c'est pas une fuite en avant suicidaire idéologique. Il y a cette dimension évidemment stratégique. Il faut bien voir que à l'intérieur, le régime iranien est quand même aujourd'hui très en difficulté par rapport à sa population. Et il a réprimé très violemment au mois de janvier des manifestations qui venaient de gens qui étaient ses soutiens habituels, de la classe moyenne inférieure à qui on redistribuait de la rente, qui s'est trouvé ruiné tout d'un coup par les manipulations boursières des passes d'Aran. Oui, c'est pas les mêmes manifestations qu'on avait vues avec Femmes Vie Liberté. Amini, oui, qui là touchait des femmes de classe moyenne qui de toute façon détestaient le régime
et des Kurdes, parce qu'elle était elle-même kurde, qui ne l'aimaient pas davantage. Pour... Donc, vous voyez, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire ils font bloc, espérant que notamment tant qu'il y a des drones, ils peuvent en envoyer de l'autre côté du Golfe, que ça va faire de tels dommages dans les pays du Golfe qui, eux, ont l'oreille des Occidentaux. Trump est quand même allé faire sa tournée des popotes à l'arrivée et a extorqué 1 000 milliards de dollars en Arabie Saoudite, aux Émirats et au Qatar. En réalité, c'était l'assurance vie, c'était l'assurance de protection. Or, cette assurance, elle ne marche pas, puisque le bouclier que les États-Unis devraient fournir, c'est-à-dire les missiles et les avions de chasse, finalement, ça n'est pas très efficace contre les drones. Un intercepteur, ça coûte 2 millions, 3 millions de dollars. Un drone, ça coûte 10, 15 000 euros. Et donc, ils envoient des drones en quantité. Plus vous utilisez d'intercepteurs de Patriot, s'appelle à X millions de dollars, plus vous perdez. Sinon, c'est le drone qui gagne, vous voyez. Et donc ça, les Iraniens ont assez habilement utilisé leur arme du pauvre. C'est la fronde c'est David contre Goliath, si vous voulez, qu'ils ont essayé de jouer. Donc, cette stratégie iranienne, c'est la stratégie de, je ne sais pas si on peut dire de la bordélisation, enfin du chaos dans la région, que le prix de la guerre, le coût de la guerre soit partagé, avec cette volonté, cette hypothèse en tout cas, que face à ce prix, ce coût de la guerre... Trop élevé, les autres vont canner. Mais est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train d'assister à une reconfiguration des alliances? Est-ce que, en effet, ils n'ont pas cette oreille finalement, ça ne fonctionne pas, cette stratégie de l'Iran par rapport à ces pays? Ils sont allés si loin que vous vous souvenez qu'avant la guerre, les pays du Golfe disaient on ne laissera pas notre espace aérien aux Américains s'ils veulent bombarder. On veut trouver parce qu'ils craignaient beaucoup ce qui est arrivé, même sans imaginer peut-être que ça irait aussi vite et aussi loin. Et finalement, maintenant que c'est arrivé... Maintenant, eux-mêmes n'ont plus le choix que de se mettre avec les Américains parce que l'Iran, de toute façon, ne doit pas s'arrêter. Mais si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une sorte de course contre la montre inverse. Le régime iranien veut durer le plus longtemps possible, pensant que quels que soient les sacrifices imposés à une population dont il se fiche complètement par ailleurs, tant qu'il tient, tant qu'il est capable d'envoyer des drones, il peut souffrir, il peut supporter ça. En revanche, les autres, eux, sont obligés, doivent gérer l'économie mondiale, le pétrole qui monte, etc. Et surtout, Trump qui a les yeux rivés sur les élections de mi-mandat. Pour l'instant, ces sondages ne sont pas brillants. Les républicains arrivent péniblement à 40%. Et il faut bien se rappeler aussi que la guerre de Trump est une guerre qui est une décision présidentielle qui n'a pas été votée par le Congrès. Trump ne peut pas rester en permanence cette zone grise. Il a besoin d'une victoire très rapide. Contrairement à l'Iran qui se dit qu'elle a le temps et peut la République attendre. Islamique estime, enfin ceux qui la dirigent estiment qu'ils peuvent attendre. Alors là, on ne sait pas encore ce qu'il en est de la succession. C'est que les obsèques ont été reportées. Il devait y avoir un hommage national aujourd'hui qui a été reporté. Quelle lecture vous en faites? On imagine mal que vous ayez le catafalque de Khamenei qui passe avec tous les autres derrière, puisqu'évidemment, Israël ou les États-Unis ne vont pas se priver d'aller tirer dessus. Donc c'est pour des raisons sécuritaires? Il y a ça, et puis aussi parce que pour l'instant, on n'a pas d'idée encore sur la succession. Les rumeurs qui circulent aujourd'hui, mais il faut encore qu'elles soient vérifiées, ce serait que le régime aurait intronisé le fils de Khamenei, Mojtaba, pour être son successeur. Si c'est le cas, ça signifie qu'il y a une sorte de rétrécissement du pouvoir parce qu'il y a une sorte de transition, si j'ose dire, monarchique. Or, la République islamique, en principe, c'est pas ça. C'est pas la dynastie des Pahlavis, si vous voulez. Mais la piste d'un soulèvement
de la nation, des Iraniens, sur laquelle semble miser Donald Trump, elle vous paraît possible, envisageable? Ou de même, quand il dit qu'il a des noms en tête, qu'il a des personnages en tête, pour essayer de jouer une succession, mais qui ne soit pas celle dans le droit fil des ayatollahs, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Alors, c'est quand même assez difficile de croire ce que dit Donald Trump. C'est le Donald Trump d'aujourd'hui, celui d'hier, celui de demain, tient des discours qui sont totalement différents. Il n'y a pas de cohésion dans ce qu'il dit. Donc, il fait un discours au moment, puis apparemment, ça a l'air de marcher dans une partie de son électorat, donc pourquoi se priver? Mais là, il s'adresse aux Iraniens. Oui, mais alors le problème, voilà, c'est bien le problème, c'est qu'il leur a dit allez-y, l'aide arrive. Ils se sont fait massacrer. Ce qu'il avait dit début janvier. Exactement. Alors, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que les Américains sont en train de soutenir les Kurdes d'Iran, qui s'appuient sur les Kurdes d'Irak, où il y a une forte présence américaine, un soutien israélien. Ils sont très armés, ce pourquoi, du reste, les Iraniens ont envoyé des missiles sur Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, pour prévenir que si jamais ils s'en mêlaient, il y aura le faire. Mais là, on est dans une logique où si on arme les Kurdes pour déstabiliser le régime par la frontière avec le Kurdistan, ça signifie aussi qu'on va donner à la minorité kurde iranienne la possibilité éventuelle de se faire un petit État kurde dans le territoire actuel de l'Iran qui ferait la jonction avec le Kurdistan autonome irakien. Or ça, pour les États-Unis, c'est assez compliqué. Israël le souhaite plutôt. Quand Netanyahou a fait son appel au peuple iranien, il a énuméré les différentes composantes ethniques, comme si finalement il trouvait que si c'était morcelé en petits bouts, ce serait mieux parce qu'il n'y aurait pas un grand État iranien qui puisse menacer Israël. Et que ça pourrait servir les intérêts d'Israël. Mais ça n'est pas du tout la position des Émirats qui, eux, craignent un morcellement de l'Iran parce que ça veut dire de la détention, de la guerre qui passe sur le Golfe, la perturbation des flux de provisionnement pétrolier. Vous avez que le détroit d'Ormuz est fermé aujourd'hui. 90% des bateaux ne passent plus. Les assurances depuis le début de l'offensive. Exactement. Et même si l'incidence, pour l'instant, sur les cours du pétrole n'est pas exceptionnelle, ça a un peu monté, bien sûr. Mais on n'est qu'au 5e jour du conflit. Oui, et puis le pétrole d'Ormuz va surtout vers la Chine. C'est la Chine qui est très embêtée. Et c'est peut-être pour ça que le leader coréen a dit je vais vous envoyer un missile pour vous aider sur instruction des Chinois. Quelle est l'hypothèse la plus probable? Très compliqué de se prononcer dessus, mais est-ce que le régime des mollahs semble malgré tout tenir et pouvoir tenir longtemps? Alors, sa résilience, effectivement, est impressionnante, puisque on s'attendait, après la frappe qui a commencé la guerre, le jour 1 au matin, où les Israéliens avaient réussi, avec le numérique, à avoir des informations extraordinaires sur le moment précis où qui se réunissait où au même moment, et a décapité le système. Oui, parce que le guide suprême qui est mort, mais plus de 40 hauts dignitaires également. Absolument. Et néanmoins, le système continue, mais continue dans un mode complètement protégé. On voit mal comment l'économie du pays peut continuer à fonctionner. L'Iran est quand même isolé, à part la Corée du Nord et la Chine et un peu la Russie. Il n'a plus beaucoup de soutien. Et il s'est quand même aliéné ce qui lui permettait de tenir le coup, c'est-à-dire que les États arabes du Golfe en face, c'était ce qui lui assurait quand même son poumon économique. Son argent est à Dubaï. Vous avez énormément dit, Dubaï était plein d'Iraniens qui faisaient des allers-retours. Et finalement, là, l'Iran se retrouve plus isolé que ce qu'on aurait imaginé. Oui, enfin, pas si on n'aurait pas imaginé, mais en tout cas, elle est vraiment très isolée. Et le groupe dirigeant, surarmé des gardiens de la Révolution, à mon sens, a perdu le contact avec les soutiens populaires qu'il avait et qui vont, au bout d'un moment, se dire ça n'est pas possible, on est en train de prendre tout ça sur la figure parce que on doit soutenir ces gars qui finalement nous ont trahis, qui sont des corrompus. Est-ce que le régime pourrait jouer des minorités chiites qui sont dans bien des pays de la région, qui sont d'ailleurs pas une minorité dans l'Irak voisin, avec l'ayatollah Sistani? Est-ce que tout ça, ça pourrait être une carte
que pourrait être tenté à un moment d'essayer de jouer le Oui, régime. alors, on a parlé de soulèvement, enfin, d'émeutes à Bahreïn déjà. C'est le seul endroit, effectivement, où ça peut exercer une certaine pression, c'est l'Irak. Parce qu'au Liban, le Hezbollah, très affaibli, a, alors pour des raisons qui ne sont pas claires, envoyé un missile sur Israël et, semble-t-il, un autre sur Chypre. Celui qui était sur Chypre, la base anglaise d'Akrotiri, semble être venu du Liban Sud. Alors que le Hezbollah est quand même affaibli. Et comme si finalement c'était le prétexte qu'attendait Israël, qui est donc entré sur le territoire libanais, et pour finir le travail et liquider complètement le Hezbollah après la fameuse affaire des beepers en septembre 2024, quand Nasrallah et tous les autres ont été tués. Là aussi, opération de renseignement très impressionnante. Voilà. Et il faut bien voir que c'est une guerre numérique totale qui se joue, si vous voulez, où la gestion des flux numériques, la gestion du renseignement, même pour les passes d'Aran, le fait que la répression a été apparemment si efficace parce que les passes d'Aran disposaient d'un système de caméras numériques pour reconnaissance faciale, un peu comme il y a en Chine, qui leur avait été fourni par les Russes. Ce qui a permis de faire des arrestations ciblées, etc. Donc, et l'enjeu, le drone fait partie de quelque chose qui est l'aboutissement d'un processus numérique, parce que le drone va taper une cible qui a été identifiée par le satellite qui est au-dessus, le satellite en accès direct. Vous voyez, donc vous avez un haut degré de technologie. Un niveau de guerre numérique extrêmement important et qui est également ce qu'ils utilisent pour affaiblir la volonté des États d'en face, de la péninsule, qui étaient en train de construire leur après-pétrole, si vous voulez, pour être le centre mondial de l'intelligence artificielle. Comment ? Vous disiez que l'Irak, j'y reviens. Alors l'Irak, effectivement, vous avez aujourd'hui les élections législatives en Irak ont apporté une majorité à M. Maleki, qui est considéré, donc qui est chiite irakien, et qui est considéré sans doute l'un des plus proches ou les plus complaisants envers le régime de Téhéran, ce qui fait que Donald Trump l'a copieusement insulté. Et donc ces troupes qu'on appelle le Hashd Sha'abi, la mobilisation populaire, ont assiégé l'ambassade américaine à Bagdad, qui est protégée dans ce qu'on appelle la zone verte, avec des espèces de murs partout. Bon, ça n'est pas allé très loin, mais il y a une pression qui est exercée. Cela étant, je crois que ça sera difficile d'aller beaucoup plus loin en Irak, parce que l'Irak est quand même déjà très inséré dans le système mondial, et une partie des élites, quand même, ont basculé du côté des États-Unis, oui. Donc, si vous voulez, le système des proxys, on appelle en mauvais français les proxys, c'est-à-dire des alliés dans la région. Voilà, les mandataires de l'Iran sont quand même très affaiblis. Le Hezbollah ne devrait plus être capable de faire grand-chose. Le Hamas n'est plus capable que de continuer la guérilla dans le territoire de Gaza même, mais ne peut plus menacer Israël. La Syrie de Bachar al-Assad a disparu. Et ce qui est la chose peu surprenante pour laquelle je n'ai pas d'explication, c'est que les Houthis ont l'air de se tenir très tranquilles, alors que je ne sais pas s'ils n'ont plus d'armes. Je voudrais qu'on continue en s'intéressant côté américain aux motivations de cette entrée en guerre, de ces frappes. Quels sont les buts pour les Américains ? Quels sont les objectifs ? Marco Rubio, hier, a dû se justifier de nouveau face à la presse américaine sur les raisons qui ont poussé les États-Unis à frapper l'Iran. Hier, vous nous avez dit qu'Israël allait frapper l'Iran et que c'était pour ça que nous devions intervenir. Mais aujourd'hui, le président a dit que l'Iran... Non, votre constat est faux. Étiez-vous là hier ? Oui, j'ai posé la question. Parce que quelqu'un m'a posé la question. Est-ce que nous intervenons à cause d'Israël ? Et j'ai dit... Vous m'avez demandé ça. Et j'ai dit... Non, cela aurait dû arriver quoi qu'il arrive. La polémique qui monte aux États-Unis, à savoir si les États-Unis, finalement, mènent une guerre voulue par le gouvernement israélien. Oui, c'est ça qui pose un certain nombre de problèmes. Alors, si on regarde le déroulé, la première frappe est une frappe israélienne. Ce qui a décapité le régime, ce sont les Israéliens. Qui a tué le guide suprême. Voilà, exactement. Et les Américains sont arrivés après. Un peu le même schéma, enfin plus rapidement, plus resserré, que pendant la guerre dite des 12 jours. En juin dernier. Le mois de juin, c'est ça.
Mais le problème, c'est que Israël peut faire la guerre comme l'État hébreu le souhaite. Le Premier ministre prend la décision. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. Le président ne peut faire la guerre à plus d'un certain délai qu'à partir du moment où il y a une décision du Congrès, car c'est le Congrès qui vote les crédits militaires. Et même à l'intérieur des Républicains aujourd'hui, il y a un flottement là-dessus parce que les buts n'apparaissent pas clairement et surtout parce qu'une grande partie de l'électorat de Donald Trump, ce qu'on appelle les MAGA, Make America Great Again, sont opposés aux opérations extérieures. Ils voient que le pétrole est en train de monter, le plein d'essence coûte plus cher. Et toute la base électorale de Donald Trump, qui était une base surtout anti-Biden. Les ouvriers qui votaient plutôt démocrates ont voté par les républicains parce que les démocrates ne parlaient plus que du wokisme, chose qui ne les intéressait pas du tout. Les latinos, aussi dégoûtés par le wokisme et autres. Et, il y avait un débat sur, en effet, l'aspect identitaire culturel et aussi l'aspect économique. C'est ça qui a pu affaiblir le camp démocrate aux États-Unis. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, ça s'est retourné parce qu'ils sont en train de perdre les ouvriers, parce que l'inflation progresse, les salaires restent bas. La politique de répression contre les immigrés, ce qu'on appelle ICE, ce qui s'est passé à Minneapolis. Justement, ce Trump ultra-autoritaire qu'on voit maintenant depuis son retour à la Maison-Blanche, est-ce qu'il ne pourrait pas faire sans le Congrès ? Puisque déjà, il ne les a même pas informés dans les différentes oui, mais alors là, c'est une crise constitutionnelle. Il fait un coup d'État. Oui, mais que vous le voyez agir. Il y a d'ailleurs des rumeurs là-bas de report des midterms. Oui. Ça ne l'a pas gêné. Il a passé son temps à dire que sa première défaite lui avait été volée quand Biden a été élu, etc. Mais ça pose des problèmes gigantesques sur ce que vont devenir les États-Unis. Alors, effectivement, on peut se poser la question, puisque au fond, toutes les bases sur lesquelles était fondé l'ordre mondial depuis 1945, depuis 1989, l'OTAN même, qui est devenue aujourd'hui une entreprise de raquettes, d'une certaine manière. Donc, tout ça semble être en train de vaciller sur ses bases. Maintenant, est-ce qu'il peut aller jusque-là ? Il y a quand même encore une opposition au Congrès. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là ? Il va supprimer les élections. Le Congrès peut dire qu'on ne vote pas les crédits pour la guerre. Et donc, il va bien falloir qu'il trouve de l'argent quelque part. Gilles Kepel, la question que je vous posais sur la polémique qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, les raisons qui ont poussé Donald Trump et son administration à décider de ces frappes sur l'Iran, c'est donc celle de l'influence de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, sur cette politique étrangère menée par les États-Unis. Est-ce que ce qu'on voit sous nos yeux aussi, c'est une sorte de remodelage de la région qui continue finalement depuis les attaques du 7 octobre ? Est-ce qu'on n'est pas dans cette suite-là ? Oui, bien sûr. C'est le 7 octobre qui est la clé de tout. Puisque le paradoxe, c'est que le 7 octobre a été causé par un allié de l'Iran, c'est-à-dire Hamas. Et puisque si on fait le bilan, dans un premier temps, l'opération, le 7 octobre, ça suscite la consternation mondiale, solidarité avec Israël. Deuxième temps, répression à Gaza. Guerre terrible, avec un 70 bilan 000 morts, on ne sait pas exactement combien, ce civils. Qui fait qu'Israël perd son soft power ou son image dans un grand nombre de pays, y compris occidentaux, dans les instances internationales, les cours de justice, etc. Et là, mettre à bas le régime iranien, ça pourrait redorer le blason de Benjamin Netanyahou. Oui, bien sûr. Or, ce qui est frappant, c'est que, autant qu'on sache, mais j'y étais pas, Sinwar a pris la décision tout seul. C'était sa démesure. Il pensait que faire cette opération de razzia pogromiste, ça allait affaiblir Israël à un tel point que les Juifs allaient partir, etc. Et que les Iraniens n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'eux avaient prévu que ça ferait basculer les choses, ça allait d'une certaine manière désinhiber Netanyahou. Et en réalité, ce qui s'est passé au bout d'un certain temps, c'est pas seulement la répression sur Gaza, c'est la destruction systématique de tous les proxies, avec comme enjeu le plus important la liquidation de Nasrallah et du Hezbollah, qui était quand même la force de dissuasion. Il y avait un arsenal tel au sud Liban qu'il pouvait tirer sur Israël et infliger des dommages terribles si jamais l'Iran était attaqué.
Avec exit. là les frappes israéliennes contre Beyrouth, un second front Exactement. qui s'est ouvert depuis quelques jours. Voilà, il y a ça aussi, mais ça, maintenant, c'est pour terminer le travail, je pense. Le Hezbollah n'a plus autant de capacité. Enfin, le régime syrien qui est tombé, ça, c'est un élément extrêmement important. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, on a l'impression que pour que Netanyahou apparaisse dans l'histoire comme le grand Premier ministre, le grand politicien, celui qui a sauvé Israël de la principale menace qu'il faisait poser sur Israël, c'est-à-dire l'Iran, si c'est lui qui apparaît comme j'ai liquidé le régime des mollahs et à la place il y a un Iran qui ne nous est plus inamical, et à partir de ce moment-là, effectivement, lui a obtenu un gain politique extraordinaire. Est-ce que Donald Trump obtient la même chose? Ça, c'est une autre question, et on voit bien que c'est en train de tanguer aux Ce à États-Unis. quoi on assiste sera la dernière aujourd'hui, question. est-ce que c'est la fin du droit international, du multilatéralisme? Est-ce que c'est la loi du plus fort? Le président Macron a d'ailleurs évoqué cette question-là hier. Il a beaucoup insisté là-dessus. Alors effectivement, si vous regardez le torpillage du bateau iranien, certes militaire, mais dans les eaux internationales, il n'y a pas de... Effectivement, là, on ne voit pas trop où est le droit international. Mais il peut effectivement considérer que l'objectif, c'est la liquidation de l'Iran et que tous les moyens sont bons. Et ça pose effectivement... D'ailleurs, je vous interromps, Donald Trump qui vient de dire « Je réfléchis activement au rôle des États-Unis en Iran après la guerre ». Donc il estime d'ores et déjà qu'il a gagné. Mais enfin, vous savez... Et puis qu'il va le régenter. Oui, c'est ça. Oui, ça, il faut être quand même prudent dans ça parce que ces déclarations ont en effet, si j'ose dire, déclaratoires. Oui, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Gilles Kepel, Merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle votre dernier ouvrage, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, avec Jean-François Récart chez Plomb. Dans un instant, les informés sur France Info, mais tout d'abord, le JT Monde.